Bonjour, je suis Jérôme Bady et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Les plus fidèles d'entre vous l'attendaient, j'en suis sûr, la Rétro Média 2022. On regarde dans le rétro pour vous parler des grands sujets qui ont animé notre année média, toujours avec le double prisme de ce podcast. Un prisme, je dirais, culturel, les médias comme acteurs majeurs de notre culture, de notre société, et le média pensé comme vecteur de l'expression des marques. Et il y a beaucoup de sujets cette année, et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nathalie Sonac, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris Panthéon-Assas. Bonjour Nathalie. bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter à nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Nathalie Sonac, professeure à l'université Panthéon-Assas, comme tu l'as dit. J'enseigne dans le département des sciences de l'information qu'on appelle l'Institut français de presse, qui est le plus ancien département de ce domaine disciplinaire. Je suis spécialisée dans l'économie des médias et du numérique, évidemment. Et je suis par ailleurs présidente d'un comité d'éthique sur les données d'éducation. Je préside également le COP du CLEMI, qui est un conseil d'orientation et de performance sur tout ce qui est en liaison avec l'éducation aux médias et à l'information, j'imagine qu'on aura l'occasion évidemment d'échanger sur ce point. Et j'ai passé donc 6 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. Voilà, donc tu étais vraiment la personne idéal pour faire cette Rétro Média 2022. On va commencer par le cadre un peu général, parce qu'il s'en est passé beaucoup cette année. Et notamment, ça y est, c'était annoncé, la redevance audiovisuelle a disparu en France. C'est un changement assez radical pour le porte-monnaie des Françaises et des Français, mais en réalité, c'est surtout un énorme changement pour la télévision publique. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? En fait, à ce stade, pour l'instant, on ne voit pas encore de transformation. Ce qu'il y a, c'est que c'est une transformation de fond et qui pose de nombreuses difficultés. C'est la redevance qui est donc une taxe qui était adossée à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation tombant, eh bien, la redevance, elle aussi, est tombée. Ce qui est apparu quand même extrêmement inquiétant, c'est que ça aurait pu être très largement anticipé et ça a donné l'impression finalement que ça nous tombait dessus et qu'au dernier moment, le gouvernement a dû réagir. Or, et c'est le point central, c'est que dans une démocratie qui est saine, qui est pleine, avec un engagement fort du citoyen, les médias audiovisuels sont vraiment une référence en matière de communication audiovisuelle. C'est la matière première de l'identité qui est reconnue et qui est plébiscitée par le public, d'avoir un audiovisuel public fort. Et c'est là que le flottement en matière gouvernementale donnait l'impression qu'on avait une cruelle absence de vision politique. Or, on voit bien que le cadre doit absolument être sécurisé, parce que le service public déjà est un des acteurs principaux de l'audiovisuel et que l'État se doit de garantir son indépendance, la qualité d'une information, la fabrique d'une information qui est fiable. Et c'est là que la question financière est évidemment une question stratégique. Il y a plusieurs modèles qui existent en Europe, mais on voyait bien que le gouvernement tendait à nous embarquer vers un financement direct du budget de l'État, qui est finalement un modèle de financiarisation qui est très exceptionnel et qui est retenu que par les pays d'Europe de l'Est, le Danemark et l'Espagne. Et quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, alors on connaît évidemment les pays d'Europe de l'Est en général en matière de circulation d'informations, de qualité d'informations, et on comprend bien les doutes que l'on peut avoir derrière. Et puis l'Espagne, on a bien vu que lorsque la redevance a été supprimée, eh bien ça a été catastrophique, puisque n'ayant plus d'argent, immédiatement, il n'y avait plus de téléspectateurs. Donc on voit bien que cette question de financiarisation, elle est centrale et qu'un service public fort est indispensable dans notre démocratie. Ça a toujours été le cas, mais c'est d'autant plus vrai ces dernières années puisqu'on a un environnement, un champ informationnel qui est très ouvert, qui est mondialisé et qui est surtout très poreux
à l'ouverture de circulation de fausses informations, du discours haineux. Donc un service public fort est vraiment indispensable dans un paysage audiovisuel et donc il va falloir absolument, pour les années à venir, trouver une modalité de financiarisation qui pérennise le financement et qui empêche en fait cette insécurité dans laquelle aujourd'hui il se trouve. Ouais, ça va être un sujet dans les années à venir, effectivement, et ce qui a été, je crois, annoncé, hein, c'est d'avoir effectivement des plans pluriannuels pour garantir en réalité un budget sur plusieurs années, quelles que soient les majorités politiques, puisqu'on sent bien que ce que tu dis, hein, en creux, hein, c'est que outre quand les finances vont bien, on soutient, et quand les finances vont pas bien, on soutient pas, mais c'est aussi la main du politique qui peut être aussi dans les choix quand c'est pas financé par quelque chose d'indépendant, une taxe régulière, en fait. C'est exactement ça, c'est qu'il faut vraiment séparer le pouvoir, le gouvernement, quel qu'il soit, des modalités de financement et de fonctionnement, parce qu'une modalité de financement conduit forcément une modalité de fonctionnement. Donc ça existe dans d'autres pays. En Suède, ils ont choisi une contribution qui serait affectée au financement de l'audiovisuel, qui est proportionnelle aux revenus. En Norvège, c'est progressif aux revenus. On sait qu'il existe d'autres modèles. Nous en avions un qui est finalement, on s'est rendu compte, n'est pas si solide que ça. Eh bien, ça permet dans le futur et surtout avant les prochaines élections, il faut absolument pérenniser pour un audiovisuel, une fois encore, public parce qu'il est indépendant. Cette année, il a aussi été question de concentration des médias. Ça a même donné lieu à une commission d'enquête sénatoriale, à de nombreux rapports. Quelles en sont les conclusions? Ou plutôt, voilà, est-ce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises? Et puis, rappelle-nous rapidement ce qu'on appelle finalement la concentration des médias. Oui, alors c'est directement lié à ce qu'on a dit. En tout cas, c'est pas totalement indépendant. La problématique en fait de concentration d'un secteur, on craint toujours lorsqu'on a un seul acteur économique dans un secteur, quel que soit le secteur, hein, le luxe, les voitures, le yaourt ou l'automobile, et évidemment aussi l'information, c'est que en ayant une concentration des pouvoirs entre les mains de quelques-uns, soit on a une hausse des prix des produits, et soit ça s'accompagne, et ou en fait une baisse de la qualité du produit. Donc c'est la raison pour laquelle dans aucun secteur nous souhaitons qu'il y ait une position monopolistique et il faut absolument qu'il y ait des concurrents. À cela s'ajoute, quand on est dans le secteur de l'information, le risque d'influence évidemment politique. On y revient, c'est pour ça que ça résonne avec le financement public. Donc la préservation en fait de la diversité des titres, du pluralisme des courants d'expression, de pensée dans les médias est érigée en France dans un principe constitutionnel. Donc la question de la concentration, c'est une question fondamentale. Euh, L'actualité 2022 a mis en évidence qu'il y avait des mouvements de fusion entre TF1 et M6 qui est une illustration de la concentration possible du secteur de l'audiovisuel. On a l'arrivée de Vincent Bolloré dans le secteur de l'édition, qui était déjà évidemment très présent avec Editis, mais qui a racheté dernièrement Lagardère et qui donc est en vue parce que c'est encore à la Commission européenne, on voit bien que cette question est posée. Donc les sénateurs ont lancé une commission d'enquête et ça a été extrêmement riche sur le plan démocratique, puisque toutes les auditions étaient enregistrées, on a pu les voir, il y avait une centaine d'heures d'auditions, donc ce point-là est vraiment intéressant. Mais quelles conclusions tirons-nous? D'une part, le constat, et d'autres rapports ont été faits en parallèle et des enquêtes ont été menées. D'une part, que il y a concentration, mais que cette concentration, elle est élevée, mais elle est élevée en fait finalement relativement élevée, sensiblement élevée comparativement aux autres pays européens. En gros, on fonctionne exactement comme les autres. On n'a pas une concentration qui est super élevée ou surélevée par rapport aux autres. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on constate que la concentration, en fait, elle varie selon le type de média. Elle est très faible finalement dans l'audiovisuel. Quand on regarde l'ensemble des chaînes de télévision audiovisuelle, on constate qu'on a beaucoup d'acteurs distincts, différents qui possèdent des chaînes. En revanche, pour la presse quotidienne, elle est plus élevée. Là où elle est très élevée, c'est en presse quotidienne régionale. Donc, on a un secteur qui est concentré. Donc, faut qu'on le regarde, mais il n'est pas archi concentré. Et en tout cas, il n'est pas dans les mains de quelques milliardaires, comme c'est souvent dit. On aime bien la petite note. On voit que ça dénote surtout de l'importance de ce sujet-là. En revanche, factuellement, ce n'est pas le cas. Le deuxième élément que ça relevait, cette commission d'enquête, c'est en fait la mise en évidence que le
le dispositif de mesure anti-concentration de la loi de 86, qui est la loi qui régit, qui garantit la liberté de communication et dont le CSA en est finalement c'est lui qui regarde si cette loi est bien garantie sur le terrain et comment doit-il agir si ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est ça qui pose un gros problème, c'est que la loi de 86, et pas simplement sur ce point-là, est totalement obsolète. Mais pas sur tout, mais en tout cas, dans certains points, elle est obsolète. En matière de mesure de concentration, elle l'est totalement. Le dispositif, on ne va pas rentrer peut-être dans la technique, mais les seuils de concentration se mesurent en silos, c'est-à-dire qu'on désolidarise la mesure de la concentration de la presse, de la télé, de la radio, alors qu'on voit bien que finalement, avec le numérique... C'est lié, oui. Évidemment, avec le numérique, avec les nouveaux usages, avec cette convergence des médias, avec la consommation en ligne, le dispositif n'est pas idoine, et que surtout, on voit l'arrivée d'acteurs qu'on appelle donc les GAFA, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, et consorts, si j'ose dire, parce que dans l'audiovisuel, on a d'autres acteurs, d'autres plateformes numériques qui sont puissantes, mais en tout cas, en matière d'accès à l'information, de circulation d'informations, de sources d'informations, eh bien, ces acteurs-là se posent en position de gatekeeper et ils ne sont pas mesurés. Donc, c'est-à-dire de portail d'accès. Donc, il faut absolument changer ce dispositif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe d'autres, notamment les travaux du chercheur Andrea Pratt ont mis en évidence, ont pris en considération finalement la part d'attention, c'est-à-dire la possibilité pour des acteurs d'être présents sur plusieurs médias, mais comment nous, individus, peut-on mesurer si on accède à une diversité des sources ou finalement, même si on accédait à une diversité des titres, si j'ose dire, exactement, eh bien, il n'appartenait qu'à un seul acteur. Donc, c'est-à-dire que si je consomme de la presse, de la télévision, de la radio, on va dire, c'est très divers. C'est très divers, non, si ça était entre les mains que d'un seul individu. Ce n'est pas le cas, mais il faut le mesurer. En tout cas, il faut aller vers cette mesure qui prenne en considération nos usages en ligne et la convergence des acteurs. Et ça s'est fait en Angleterre et ça a été mesuré et ça a fonctionné. Tu parlais du digital justement. On va rentrer dans un peu plus spécifique, on va dire, en commençant par le digital. Évidemment, tous les médias ont continué à se digitaliser beaucoup cette année. C'est très intéressant ce que tu dis sur l'attention finalement. C'est-à-dire, on consomme des médias au cours de notre journée sans se poser nous la question de qui les détient. C'est ce que tu viens de nous expliquer. Or, c'est peut-être intéressant de se dire effectivement quelle répétition j'ai avec le même éditeur finalement ou avec le même capital. Je ne sais pas comment le dire. Mais effectivement, les médias se sont beaucoup digitalisés, continuent de se digitaliser. Et le sujet qui a animé notre année, qui continue, et ça sent le feuilleton, si je puis dire, c'est la fin des cookies. Petit rappel rapide sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de cookies et qu'on appelle même cookies tiers. Alors peut-être juste avant, mais c'est en lien exactement avec ce que tu dis, c'est qu'on a basculé totalement dans le monde numérique. Et dans cette bascule de l'univers numérique, l'accès à nos données, donc les données générales ou les données personnelles, on voit bien que pour celui qui les possède et c'est lui qui les contrôle, c'est une source de profit assurée. Et c'est ce point-là qui est central. Donc dans le monde numérique, on navigue dans le champ à la fois de la data, et quand je dis data, c'est à la fois data de mes données personnelles sur du contenu que je vais consommer et évidemment sur de la publicité, puisque la publicité est la source principale des revenus. Donc, celui qui est l'éditeur, il a besoin de connaître, et ça a toujours été le cas, de connaître son utilisateur, son téléspectateur, son lecteur et aujourd'hui son internaute, pour pouvoir le cibler et pour avoir une publicité qui soit en adéquation avec le profil du lecteur consommateur. Aujourd'hui, la publicité dite en ligne, publicité programmatique, cette donnée-là, c'est une donnée donc agrégée d'audience, et dans ce champ-là, ça permet d'offrir un ciblage qui est encore plus fin, parce que j'ai plus de données de toi quand tu navigues. Je n'ai pas simplement le fait que tu sois un garçon, donc un homme, je connais ta catégorie socio-professionnelle, je connais ton lieu géographique. Eh bien, c'est là que le petit cookie intervient, c'est-à-dire que finalement, c'est un fichier informatique qui est déposé dans le navigateur de l'internaute. Ça peut être son smartphone, ça peut être son ordinateur, ça peut être son téléviseur connecté, ça peut être sa PlayStation, en fait, tout ce qui est connecté et
et supports possibles, et ça permet au site ensuite, c'est qu'une fois qu'on s'est logué, si j'ose dire, qu'on est présent sur ce site, eh ben ce site-là va nous reconnaître, et lors de la navigation ou lors d'une requête, eh bien en fait, il va me suivre, il sait qui je suis et il va me suivre. Donc certains parlent, en parlant de ce cookie, de cheval de Troie, de surveillance en ligne. Moi j'aime bien cette expression, je crois que c'est Dominique Cardon, dans les travaux de Dominique Cardon que j'ai pu lire, ce terme de cheval de Troie, puisque le fichier, il enregistre toutes les informations relatives à notre navigation et qui portent les informations générales, mais également les informations personnelles, mes identifiants de connexion, mes préférences de navigation. Et à ce moment-là, il va envoyer ce petit fichier, il envoie automatiquement lors de mon contact avec le domaine toutes ces informations qui vont être répertoriées à celui qui les possède. Et c'est là que ça devient une arme stratégique, une arme clé, puisque finalement, il connaît tout de nous, puisque ça va au-delà des simples données classiques, puisqu'il sait combien de temps je vais rester sur un site, il va savoir quel type de site je connais, il va récupérer les échanges de partage de likes, de liens que je peux avoir sur d'autres sites, et on voit que ce phénomène de rebond, ce petit fichier lui permet de jamais nous lâcher, en fait. Et le cookie tiers, c'est qu'en plus, il va garder en mémoire les pages que nous avons consulter. Et là, la publicité, elle devient assez géniale, si j'ose dire, puisqu'il recueille les données de navigation par ses cookies sur les sites qu'on a consultés, mais également tous les sites qui sont affiliés. Donc on voit bien que celui qui en possède un, il possède tout. Alors finalement, quand on le voit comme ça, on devrait se dire que l'annonce de Google en 2019 d'arrêter l'utilisation des cookies tiers, c'est formidable, on arrête de nous traquer, etc. Donc, alors cette fin était prévue pour 2022, puis 2023, elle a été récemment à nouveau reportée on nous annonce mi-2024. Bon, finalement, tout le marché s'affaire pour trouver des solutions, parce qu'évidemment, tu le disais, pour les annonceurs, on va pas abandonner le fait de pouvoir diffuser une publicité à une cible qui nous intéresse. Et puis même d'ailleurs pour l'internaute, ce serait quand même pas très agréable non plus d'être exposé à des publicités qui n'ont absolument rien à voir avec qui je suis. Donc finalement, voilà, il y a un gagnant-gagnant là-dedans. Et donc du coup, il y a les annonceurs, les agences qui cherchent des alternatives durables et fiables à la fin de ce cookie tiers sur Google, et plus précisément dans le navigateur, parce que tu dis que c'est très lié au navigateur Chrome, qui est le navigateur le plus utilisé. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire sur les différentes alternatives qui existent? Alors on parle de solutions sémantiques, on parle d'ID, donc d'identifiants persistants, on parle de Privacy Sandbox, par exemple chez Google. Voilà, on en est où? Un petit état des lieux rapide. Mon Dieu, que de termes absolument monstrueux. Et oui. Alors, c'est certain, ça l'est, mais il faut quand même ne pas oublier que ça a provoqué aussi un petit cataclysme côté éditeur, parce que si on n'a plus ce petit cookie fichier qui nous suit, en même temps, je ne suis pas capable d'adresser le bon message publicitaire, mais ça veut dire que je suis en manque de recettes publicitaires et donc je ne peux plus être viable économiquement parlant. Et il ne faut pas décorréler le point, c'est-à-dire que c'est un point qui est central. La publicité est une ressource indispensable à l'existence des médias. Et donc, si je n'ai pas de publicité, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de médias. Or, c'est quand même des véhicules de divertissement, évidemment, mais d'information, et qui sont des vecteurs de notre démocratie. Donc, cette histoire de cookies reportés, effectivement, dans l'absolu, côté internaute, ça peut apparaître comme une bonne nouvelle parce que ça pollue, en fait, très, très largement notre navigation, mais dans le même temps, ça enlève de la recette publicitaire. Donc, on doit trouver quelque chose de plus efficace. Évidemment, on avance et j'ai pu voir qu'ils avancent grandement. Donc, il y a effectivement tous les termes que je ne vais pas réutiliser, que tu as déjà cités. Le but du jeu, c'est finalement tenter d'identifier l'utilisateur en utilisant de façon anonyme, par exemple, son adresse mail. Donc, il y a de fingerprinting, par exemple, qui regarde le comportement du consommateur, le genre du consommateur là où il navigue, sans lui voler ses données personnelles. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je ne suis pas suffisamment ancrée dans la technique pour vous dire si c'est le cas, mais en tout cas, c'est des solutions qui sont en train d'émerger. Il y a des solutions aussi
contextuelles qu'on annonce comme plus efficaces que le cookie. On a des solutions qui semblent à activer des stratégies de ciblage comme le predictive audience, qui se sert des algorithmes qui vont analyser les opportunités publicitaires qui s'appuient sur la nature du support, sur le contexte, sur le navigateur, qui vont catégoriser le profil de l'utilisateur, ou encore, et je pense que je crois, de mémoire, c'est le dernier point que tu as cité, c'est celui qu'on appelle le privacy sandbox. Et là, cette fois, il cible non par cohorte d'utilisateurs qui ont les mêmes intérêts, plus comme le cookie où lui était finalement un fichier individualisé. Donc là, ça signifierait qu'on mettrait les individus, on les suivrait par groupe, comme il le signifie, par cohorte. C'est une façon en fait de cacher l'individu dans une foule, mais là, on n'est pas complètement certain, et moi encore moins que les autres, que ça soit tout à fait le RGPD compatible, c'est-à-dire avec la protection comme on a en Europe, et c'est central, de la protection de nos données personnelles, de nos données privées. On voit bien tout ce qu'il y a derrière le capitalisme de la surveillance. C'est aussi tout ce que ça dit. Il y a à la fois l'enjeu qu'on évoque ensemble publicitaire, parce que c'est la ressource principale des médias, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont tout simplement de protection de la vie privée. Et là, il n'est pas sûr que les philosophies tant américaines ou chinoises soient les mêmes que celles européennes. Moi, je crois beaucoup, je sais pas ce que tu en penses, mais à cette ID un peu plus sécurisée finalement, qui nous suivrait de site en site. Aujourd'hui, on se connecte de plus en plus. On nous demande de plus en plus, quand on est abonné à un média par exemple. Mais ça, c'est logique, parce qu'on contrôle que je suis bien abonné. Mais en fait, ça nous suit pas. On a X identifiants sur. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très justement RGPD compatible, qui soit une sorte d'identité numérique presque européenne, et qui nous permettent d'aller de site en site pour être exposés avec les données qu'on a bien voulu renseigner, pour justement être exposés à la bonne publicité. Mais je pense même qu'on pourrait presque naturellement renseigner plus de données. On verra ce que ça donne prochainement. Bon, passons du côté offline. Bon, bien que ça soit de moins en moins offline, voilà, on sait très bien, je le disais, que tout se digitalise. Rapidement, on a vu quand même que le mariage TF1 M6 ne s'était pas fait. On va pas y revenir. On a consacré un épisode de Vcast en novembre dernier sur le sujet. La télé se délinéarise et les usages finalement s'habituent à cette télé de plus en plus digitale. Les offres publicitaires se multiplient également sur les plateformes. On a vu Netflix, là aussi on en a parlé, sur Vcast, Paramount, Disney, tout ça arrive très prochainement. Quels sont finalement les relais de croissance des chaînes historiques, surtout quand on voit qu'un Salto, qui aurait pu être un relais de croissance justement, ce sera d'émettre le 27 mars prochain? Oui, c'est une question fondamentale parce qu'aujourd'hui, on a encore des millions de téléspectateurs qui suivent les chaînes linéaires, dites traditionnelles. Et effectivement, le mariage TF1-M6 ne s'est pas fait et Salto est finalement peut-être considéré comme un dommage collatéral de cet échec que, pour ma part, je considère comme funeste, mais on ne revient pas sur ce point. Derrière ces deux chaînes-là, on a des groupes et M6 est porté par le premier groupe de communication européen qui est Bertelsmann et finalement détient un portefeuille de marques. Et là, on a vu que M6 n'était pas seul. M6, c'est M6, c'est W9, c'est Sister, c'est aussi RTL. Donc on voit que le groupe Bertelsmann a fortement investi dans ces chaînes qui sont et dans les stations de radio. Il s'est très largement développé dans toute l'Europe et nous on le connaît particulièrement en France. Mais on sait aussi que ce groupe a investi dans la technologie de plateformes de streaming comme Bedrock pour la diffusion de ses services à la fois de vidéo à la demande ou de replay. Donc on a des groupes qui cherchent des relais de croissance dans l'univers du numérique et qui sont déjà installés. En face, on a TF1 qui appartient à un groupe industriel de télécom, qui a déployé lui aussi de nombreuses activités dans le numérique, qui a fait de nouvelles activités dans le champ de la publicité avec Gravity, qui a noué des partenariats avec des plateformes comme Netflix lorsqu'ils nous ont diffusé le Bazar de la Charité, c'était une coproduction, ou encore on voit bien qu'il a cherché à s'engouffrer maintenant, alors pas simplement dans la vidéo à la demande payante, donc dans la SVOD,
mais également dans la AVOD, le A pour advertising. Et quand je dis advertising, c'est-à-dire gratuit côté téléspectateur. Donc, on voit que ces gros acteurs, en tout cas ces acteurs comparativement à Google et Facebook, ou comparativement à Netflix ou Amazon Prime, sont évidemment des acteurs qui sont de bien plus petite taille, mais qui vont chercher des relais de croissance dans l'univers numérique et qu'ils le trouvent, hein. Et pas simplement, peut-être ajouter, pas simplement dans l'univers numérique, on voit qu'un acteur comme TF1 a racheté en 2016 le groupe de production Newen, et qui représente plus de 400 millions d'euros dans son chiffre d'affaires, qui est présent dans 9 pays. Donc lui aussi cherche à faire de l'intégration verticale, donc à la fois s'intégrer verticalement jusqu'au possible que lui permette la loi de 86 et se diversifier horizontalement dans d'autres secteurs, mais clairement l'univers du digital et du numérique, pardon, est vraiment un univers dans lequel les acteurs des médias sont installés et se déploient pour chercher justement d'autres relais de croissance que la seule financiarisation par la publicité. Ouais, enfin, il va se poser, d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis sur les sociétés de production. On voyait bien d'ailleurs, petite incise, la candidature de Xavier Niel sur le Canal 6 qui a échoué. Et lui il se présentait aussi comme un acteur de la production, hein, puisque très gros acteur, c'est Media One, hein, je crois, qu'il possède en partie. Mais en tout cas, oui, la question qui va se poser, c'est le contenu, quoi, parce que effectivement, il y a quelques belles séries, par exemple, qui ont été produites par France Télé ou les acteurs privés, mais globalement, par rapport aux Américains qui sont capables de dépenser des centaines de millions d'euros dans une production, les acteurs, oui, français paraissent bien petits, et pour réussir à financer leur plateforme, il y a TF1 Max, il y a des choses qui se profilent, ou bien la publicité, donc autrement dit, valoriser les audiences, il va falloir quand même qu'il y ait des contenus qui soient, j'allais dire, à la hauteur des Américains et des grosses plateformes, quoi. Je pense que ça pose aussi ces questions-là. Oui, évidemment, la question de la production, ça pose la question de cette concurrence finalement frontale que nous livrent ces nouveaux acteurs face à des acteurs des chaînes de télévision linéaire. C'est là encore qu'on en revient au cadre juridique. Pardon, mes 6 années passées au CSA m'ont marqué, mais m'ont beaucoup appris en matière justement de droit et de concurrence aussi. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a quand même une concurrence déloyale qui est faite par ces grands acteurs du numérique face aux enjeux finalement et face aux acteurs historiques. C'est un premier point. Donc cette concurrence déloyale que la loi de 86 ne permet absolument pas de dépasser. Dans le même temps, les acteurs français évidemment n'ont pas du tout la même taille que ces entreprises. Netflix a réussi à investir en 2021 17 milliards de dollars simplement dans les contenus, et puis vous ajoutez à ça 1 milliard de dollars dans le marketing. On voit bien que on est très très loin des investissements de nos groupes français, où si vous prenez les 5 dernières années et vous mettez dans le paquet France Télévisions, TF1, M6 et Canal+, c'est 6 millions d'euros investis sur 5 ans. Donc on voit bien que les échelles ne sont pas du tout... 6 milliards. 6 milliards, pardon, oui, en 5 ans. 6 milliards en 5 ans, évidemment, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes échelles. Toutefois, et c'est là que le cadre est indispensable, que la législation est indispensable, parce que Netflix nous donne du divertissement, nous propose du divertissement, Disney nous propose du divertissement, Amazon Prime ainsi que Paramount va nous proposer du divertissement, mais ils ne nous proposent pas d'information. Donc, là où les acteurs traditionnels demeurent essentiels tant qu'on n'a pas de relais, en tout cas, et c'est pour ça que la transition, il faut l'accompagner et il faut les aider, c'est que nos acteurs français participent au financement à la fois du divertissement, à la fois des missions de flux, de jeux, de flux dont on ne parle pas chez les acteurs qu'on vient de citer précédemment états-uniens, et en même temps, ils participent, nos acteurs traditionnels, au financement d'une information de qualité fiable et dans un cadre qui nous est donné. Donc on ne peut pas finalement, à la fois quand on est téléspectateur, bien évidemment, quand moi je suis derrière mon écran, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de me regarder ce soir, et je navigue entre TF1 M6 et je bascule sur Netflix en un coup de zapette. Or,
d'un point de vue concurrentiel, ces acteurs sont des acteurs frontaux, mais dans le même temps, ils ne sont pas dans le même cadre législatif et n'ont pas la même proposition, notamment cette proposition sur laquelle je reviens, parce que c'était ta question initiale et qui était effectivement fondamentale, qui est celle aussi de l'information. Les médias nous divertissent, mais les médias nous informent. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Il faut permettre aux acteurs traditionnels finalement de gagner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à investir dans l'information. Parce que cette information fiable, nous ne l'avons pas sur les réseaux. On va faire un petit regard, mais je sens que ça va être rapide parce que je crois pas qu'il y ait énormément de choses à dire là-dessus. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler, bien qu'on en ait parlé dans Vcast, il y a un peu plus d'un an, on a lancé DAB+, Digital Audio Broadcasting, qui est en fait la radio numérique. Et donc complètement digitalisée. Bon, concrètement, on en est où? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la diversité des contenus proposés? Je reviens au contenu. Ou bien également dans la capacité des ciblages publicitaires. Après, on va parler du podcast, mais sur DAB+. Peut-être un point rapide sur DAB+. Alors, ça a été lancé en 2018, relativement tardivement, comparativement aux Européens, les Allemands, les Anglais, les pays d'Europe du Nord, où le DAB+ est extrêmement développé. Nous, ça a été lancé à partir de 2018. Aujourd'hui, à peu près, on a 50% de couverture du territoire. Dernièrement, les auditions du président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, mettaient justement en évidence combien il va falloir que les acteurs accélèrent. Ça permet que tout de même, il y a des points positifs, même si tout le monde n'y a pas accès, donc tout le monde ne connaît pas. Les points qui sont positifs, c'est d'abord une meilleure qualité de son. Donc on est dans une amélioration qui est permise par le numérique, et ça, c'est un point qui est génial. Ça permet aussi une continuité en mobilité, c'est pas neutre. Et puis je rebondis sur le point que tu donnais et avec lequel je suis complètement d'accord. Oui, c'est un enrichissement de l'offre parce qu'on voit que de nouveaux acteurs arrivent à pénétrer ce marché-là, et ça permet aussi aux acteurs qui y sont déjà présents, qui sont plus puissants et qui arrivent à payer ces coûts supplémentaires de diffusion, à élargir finalement des demandes de niche. Ensuite, effectivement, il faut toujours une financiarisation, il faut toujours un modèle économique. Donc la publicité qui sera là, la publicité programmatique en ligne, donc mieux ciblée, eh bien permettra certainement la financiarisation du tout. Mais la différence de la TNT, c'est que finalement la TNT en télévision, elle était venue en substitut de la diffusion analogique, c'est-à-dire qu'on a coupé au fur et à mesure l'antenne râteau, l'analogique a été permise, alors que le DAB, et pour l'analogique. Lorsque je suis dans l'univers de la radio, eh bien le DAB en fait ne se substitue pas à la bande FM. Donc ce qui fait que pour les acteurs, et c'est pour ça que ça a pris du temps, et que ça coûte beaucoup d'argent, puisque les acteurs, en fait, doivent assurer une double diffusion. Une diffusion en FM, et puis en même temps, une diffusion donc en numérique. Donc ça, c'est un premier point, effectivement, qui permet qui ralentit, évidemment, le process, mais de toute façon, la radio a un souci sur la bande FM, puisqu'il n'y a plus de place. Techniquement, il n'y a plus de place, donc il faut y aller. Ouais, ça fait penser un peu à la multiplication. On pourrait s'attendre à une multiplication, en fait, de l'offre audio, finalement, linéaire, digitale, enfin linéaire au sens où elle est programmée et la même pour tout le monde, grâce au digital. Ça fait penser un peu peut-être au début de la bande FM justement, et les radios libres, etc. Voilà. Bon, pour l'instant, je pense qu'on en est un peu loin, mais bon, on va suivre ça de près. On pourrait parler aussi il faut parler de l'audio digital qui, alors là, pour le coup, continue de croître très fortement. Est-ce que tu as quelques chiffres et quelques insights en fait pour nous expliquer pourquoi ce format plaît de plus en plus, et d'ailleurs tant aux consommateurs qu'aux annonceurs, ce qui va finalement bien l'un avec l'autre, si les consommateurs ou les auditeurs sont là, les annonceurs sont là également. Mais c'est un formidable renouveau finalement, c'est pour ça que la radio n'est pas morte et qu'elle a 100 ans, mais elle a une capacité tout de même de rebond incroyable. Donc nouveaux usages, podcast, replay natif, enceinte connectée, nouvelles applications, et donc là on a des acteurs qui sont absolument incroyables, et quelques chiffres que j'ai, c'est sur les volumes de stream en fait sur ces services, et j'ai vu qu'en 2016 ils sont passés en fait de 28 milliards donc en 2016 à 85 milliards en 2020, c'est 20 millions d'utilisateurs, c'est un truc de dingue. Donc les acteurs qu'on connaît tous, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Apple Music, c'est YouTube,
c'est quand même beaucoup, à part notre ami Deezer, sont quand même beaucoup encore des Américains, c'est encore beaucoup des GAFA, si j'ose dire, hein, puisque Apple et YouTube se sont fait partie des deux de l'acronyme. On a en plus Spotify. Oui, il y a une force incroyable de ces acteurs avec une diversité, une facilité d'écoute, beaucoup en fait de qualités qu'on peut leur trouver. Dans le même temps, ne soyons pas naïfs, jamais, c'est qu'il y a une capacité aussi à orienter les écoutes dans les analyses qui ont été faites sur finalement les genres, le genre le plus écouté en streaming, par exemple, c'est le rap français, alors que les études mettent en évidence que les genres en radio sont plus diversifiés. Donc on voit bien qu'il y a quand même la force de la concentration, de l'aspiration, parce que c'est l'algorithmique qui veut ça. Hein. On va nous proposer ce que les gens aiment, et donc plus vous écoutez et plus vous aimez, on retrouve toujours la même chose. Donc il y a la recommandation algorithmique, il y a la composition des playlists qui sont gérées par l'opérateur, il y a la mise en avant des titres sur la page d'accueil. Là encore, hein, j'ai pas du tout une envie de tout réguler, mais néanmoins, il faut ne jamais oublier, et c'est la raison pour laquelle la régulation est importante, c'est que ça laisse la diversité, le pluralisme, et il faut toujours que ça soit la quête numéro un. Or, lorsque finalement la puissance de ces acteurs l'emporte, eh bien, ça risque d'être au détriment, finalement, c'est ça qui est fou, au détriment d'une diversité, alors qu'on n'a jamais eu autant de capacité de pouvoir écouter une immense variété, ce qui est quand même possible. Hein. Je pousse le bouchon juste pour réfléchir avec toi et avec ceux qui nous écoutent, d'avoir toujours ça en tête. On a le même problème d'ailleurs sur les plateformes vidéo, hein, sur Amazon Prime ou les autres. En fait, on nous pousse des contenus. D'ailleurs, les algorithmes sont pas super bien faits, mais on nous pousse souvent des contenus qui correspondent exactement à nos goûts. C'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil un peu partout. Et je crois qu'en effet, faut y faire attention. Il faut oser aller s'aventurer là où on n'a pas l'habitude d'aller sur les plateformes, parce que sinon, on est toujours ramené au même endroit. Je veux souligner aussi, tu parlais de la présence bien sûr des GAFA dans ce monde de l'audio digital. On peut aussi souligner quand même les applications de podcasts, notamment celle de Radio France, qui est absolument exceptionnelle, c'est un livre ouvert, c'est formidable, et je crois tout le monde y trouve son compte. C'est pas possible de pas trouver quelque chose qui nous plaît sur cette application formidable, et voilà, la qualité de l'audio public est quand même exceptionnelle. On va parler de l'édition. Il y a les derniers chiffres de l'investissement dit de l'e-pub qui viennent de sortir et montrent une très forte baisse des investissements au second semestre 2022 sur les sites dits édition et info, sur les sites, je parle bien, et bien plus forte d'ailleurs que les autres catégories de sites. Or, ces sites justement édition et info sont les sites des marques médias dits presse, quoi. On a un peu parlé déjà, qui voient en fait leurs revenus baisser déjà sur le papier depuis de nombreuses années, et qui se mobilisent pour trouver des solutions, des revenus alternatifs, bien sûr à travers les abonnements numériques. On en avait parlé notamment avec Louis Dreyfus dans un précédent épisode de VCast, le patron du Monde, pour encourager aux abonnements, et c'est le cas par exemple pour un groupe comme Le Monde, mais évidemment la publicité digitale est également importante, et si les audiences se tarissent, en fait forcément la pub risque de se tarir aussi. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? T'as déjà un petit peu parlé, donc on sait que c'est un danger en tout cas. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va durer, que ça va continuer de fragiliser ce modèle, voire est-ce que c'est carrément la fin de ce modèle de presse d'information indépendante et experte financée par la publicité? Ta façon de poser la question met en évidence exactement, mais c'est justement, tu as bien raison de la formuler de cette façon-là. Ce qui est clair, c'est que la presse est le média qui a été le plus touché par la transformation des usages, et clairement la crise de la presse écrite s'inscrit dans ce process de contexte de transformation. La baisse de la lecture papier entraîne une baisse de la lecture, ça veut dire moins de lecteurs, donc ça signifie moins de recettes publicitaires, donc ça veut dire un modèle économique qui vacille. On voit bien que les éditeurs sont pris dans ce qu'on appelle un effet de ciseau, avec d'un côté une hausse des coûts et dans le même temps une baisse des recettes. Donc de nombreux titres sont parvenus à se réinventer quand même. Le Monde, on a Le
Figaro, qui vont chercher des recettes ailleurs, qui font des kinous, des partenariats avec Facebook, avec Twitter, avec Brut, qui s'inscrivent, qui tentent en fait d'aller pêcher, repêcher le lecteur des plus jeunes générations, parce qu'il y a aussi des habitudes de lecture, et c'est cela qu'il faut aller chercher. Donc vraiment, ils tentent de se réinventer. Il y a des modèles en ligne qui fonctionnent très bien comme Mediapart, mais celui-ci est entièrement donc payant, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher en plus de la ressource publicitaire, alors qu'un titre comme Le Monde ou Le Figaro joue finalement sur les deux leviers, hein, la vente de l'espace publicitaire, mais aussi la vente au lecteur. On a des modèles qui sont émergents, où on a la possibilité de payer, par exemple, en ligne un seul article, ou alors un groupe d'articles. Il est possible aussi de payer ou de s'abonner pour seulement un mois. Donc on voit bien qu'ils tentent en fait au maximum de s'ouvrir. Ce qu'il faut bien comprendre, mais c'est toujours la même chose, et je pense que c'est ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que l'arrivée et la possibilité d'accéder à de l'information en ligne directement a conduit également à l'arrivée d'une multiplicité de nouveaux acteurs. Mais dans ce multiple d'acteurs, puisqu'il y a plein de modèles, il y a plein de petits titres, mais néanmoins, dans cette multiplicité il y a ces fameux gros acteurs qui jouent une fois encore le rôle de portail d'accès, de gatekeeper, de curateur de contenu en proposant des kiosques géants. Et c'est là que la concurrence est de nouveau très déloyale, déjà de par la taille, parce qu'ils sont économiquement puissants, mais ils sont aussi financièrement puissants. Ils sont aussi puissants que certains États, donc on voit bien qu'ils sont à même de jouer avec la règle, voire d'imposer des règles. Alors ils imposent leurs règles économiques, ils peuvent imposer leurs règles financières, le tout c'est qu'ils ne parviennent pas à imposer leurs règles démocratiques. C'est là que j'en reviens une fois encore au cadre indispensable dans un secteur qui est celui tout de même de l'information, c'est-à-dire que c'est ce qui nous amène à voter et à être dans un instance, dans un champ démocratique. Donc l'information, ce qu'il faut bien comprendre, hein, les raisons pour lesquelles en fait tous ces acteurs traditionnels ont des difficultés, même les acteurs en ligne ont des difficultés, eh bien elles coûtent cher à produire. Ça coûte cher, extrêmement cher d'aller chercher de l'information, d'investiguer, de la traiter, de la hiérarchiser, et ce coût ne peut être assouvi ou assumé par des grands groupes. Et donc là, tout de suite, on est dans la question de l'indépendance du titre, du pluralisme, de la fabrique d'une information de qualité. Donc les plateformes, une fois encore, bousculent énormément d'abord le cadre dans lequel nous évoluons, mais dans le même temps font vaciller le modèle économique des médias traditionnels, donc au risque finalement de ne pouvoir que passer par eux pour accéder à de l'information. Ça, c'est vraiment le cadre général. Dans le même temps, ces nouveaux acteurs, hein, on voit bien leur source de revenus. C'est à la fois les données dont on a parlé en ce début de podcast, donc la donnée d'accès. Donc, si je vous la livre gratuitement, bah, évidemment, ils en auront beaucoup plus puisque c'est gratuit. C'est le revenu publicitaire avec la publicité en ligne, où ils ont une position totalement hégémonique sur ce secteur-là, tant technique qu'en niveau de croissance et plus croissance incrémentale, c'est eux qui la mangent. Et en même temps, la troisième source de revenus, ce sont les commissions. Donc on voit bien que les commissions qui sont perçues, qui sont prélevées par ces acteurs-là. Donc on voit bien que les éditeurs sont obligés d'être présents dans ces kiosques géants pour avoir juste la chance d'être visible, d'être émergent, et qu'on puisse cliquer sur les sites, sur les liens, et donc sur le journalisme de qualité, donc qui est présent, qui existe en ligne. Mais toutefois, le partage de la valeur, il n'est pas totalement équilibré, évidemment, entre ces gros acteurs par lesquels qui font autoroute, en fait, qui font péage de cette autoroute, et les éditeurs. Donc, vous voyez, c'est ce nouvel équilibre-là qu'il faut trouver. Donc, il y a des accords qui ont été faits, il y a eu beaucoup de droits, et notamment l'acquisition des droits voisins qui ont permis, hein, mais on voit bien que ça prend du coup, qu'ont permis les éditeurs de récupérer une valeur qui était la leur, et qui n'était pas celle des GAFA, qui ne font que nous donner accès à. Mais toutefois, on voit bien, au bout de 20 ans maintenant, hein, ça fait une vingtaine d'années
qu'on a ces nouvelles technologies et la numérisation de l'ensemble de nos accès, de nos produits, eh bien, que ça se repense. Et d'ailleurs, ils m'ont pas attendu pour y repenser. Et heureusement, hein, on voit bien qu'on a le Digital Service Act, on a le Digital Market Act, maintenant on a le Freedom European Media Freedom Act, pardon de le dire en ces termes anglo-saxons, mais donc c'est-à-dire que le marché européen tente lui aussi à se redessiner dans le cadre de ces industries culturelles et créatives dont fait partie l'information. On arrive quasiment au bout de ce podcast. On voulait vous parler également de la force, ou en tout cas de l'arrivée dans la communication des sujets RSE, mais en fait, on va pas en parler maintenant. On va y consacrer un sujet, on va y consacrer un épisode entier où on parlera justement de ces sujets autour de la RSE, de comment, que ce soit côté média, mais également côté annonceur, eh bien en fait les uns les autres se positionnent de plus en plus. Côté agence également, nous sommes très engagés, nous, Values, labellisés, RSE, etc., dans ces sujets. Mais je crois que voilà, on va y consacrer un épisode complet. Dernière question que je voulais te poser, Nathalie. Un sujet un peu prospectif, on peut pas s'empêcher, on est dans un épisode sur la rétromédia, mais voilà, dans Vcast, on aime bien regarder le futur. L'année 2022 a évangélisé comme jamais le web 4.0, on pourrait dire, avec l'intelligence artificielle et le fameux chat GPT qui est arrivé, qui fait énormément parler. C'est assez drôle de commencer à l'utiliser. La réalité augmentée, le métaverse, voilà, tous ces sujets qui nous projettent comme ça un peu dans une sorte de futur digital. Comment est-ce que tu vois tous ces sujets de façon un peu rétrospective et prospective, et peut-être faire le lien avec un de tes sujet de prédilection autour de l'éducation aux médias, parce qu'effectivement, alors on en a un peu parlé en filigrane dans tout ce podcast, mais voilà, comment tout ça empêche ou au contraire aide également à l'éducation aux médias? Alors c'est effectivement un sujet formidable, c'est-à-dire qu'à la fois ça passionne, ça donne envie, ça permet une prospective hyper intéressante, et dans le même temps évidemment ça fait très peur. Alors pas simplement quand on est professeur et qu'on se dit que les étudiants vont réaliser leur disserte avec ça, mais en fait finalement c'est comme tout, c'est-à-dire que la question c'est pas d'aller contre les géants, c'est pas d'aller contre le futur, c'est pas d'aller contre. En revanche, c'est de garder la main, et le chat le chat GPT est une illustration incroyable de la puissance des outils de l'intelligence artificielle, et cette capacité finalement, avec à force de collecter cet ensemble de bases de données, eh bien ils deviennent de plus en plus intelligents, et ils s'approchent doucement d'une équivalence à l'analyse. Jusqu'à quand c'est pas lui qui va nous dominer? C'est ça le truc en fait, c'est de vraiment de garder la main. Alors dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, et la transition pour moi est toute trouvée, c'est que ce n'est pas interdire aux étudiants, aux élèves de l'utiliser, mais en fait de savoir l'utiliser intelligemment, comme un fichier Excel ou comme un fichier Word. Il calcule plus vite que nous, mais c'est quand même néanmoins nous qui lui disons quelle opération faut effectuer. Eh bien, je pense que pour le chat GPT, c'est la même chose. On voit bien qu'on est de plus en plus quand je dis confronté, ça m'ennuie parce que du coup, ça veut dire qu'on est contre. Mais en tout cas, on joue avec de plus en plus ces nouvelles technologies, et tous les gamins ont un iPhone, même tout petit, un iPhone dans la poche. Donc, il faut absolument savoir, eh bien, dès le plus jeune âge, les utiliser, comprendre quelle information l'appareil va prendre de vous pour pouvoir, une fois encore, ne prendre que ce que l'on souhaite qu'il ne prenne. Et à l'ère quand même de fake news, de beaucoup de manipulation de l'information, de la polarisation des opinions, de la fragmentation des sphères culturelles, je pense que dès le plus jeune âge, et ensuite tout au long de sa vie, évidemment, il faut apprendre à utiliser. Donc il faut que les professeurs puissent apprendre les élèves, et que les parents, eux aussi, puissent utiliser ces nouveaux outils pour les aider tout simplement, d'une part, à avoir une vraie responsabilité, de se protéger, d'aider les citoyens à vivre
encore une fois, ensemble dans nos sociétés et que cette éducation revêt une dimension pour moi fondamentale dans la construction d'une culture, d'une conscience civique pour discerner des usages qui sont responsables, de faire un esprit critique à bon escient, de comprendre et d'interpréter ces flux informationnels, de distinguer les connaissances des croyances, l'information des fausses informations, de sortir de cette théorie du complot. Finalement, pour moi, c'est tout ce que ça représente. C'est à la fois, mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que on a parlé beaucoup cette fin d'année et de cette arrivée de la nouvelle année du ChatGPT parce que c'est un instrument extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Donc, il faut le ramener sur Terre et le maîtriser. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir répondu à mes questions. Si je devais résumer, j'ai l'impression qu'en fait, on s'est dit que les modèles étaient faits pour changer et qu'on avait des grands modèles, des grandes choses qui sont installées et peut-être que si on faisait une rétro des rétros, on se dirait que tous les ans on est en train de se rendre compte que les modèles changent et que il faut se réinventer sans arrêt. Et finalement, il faut se poser des bonnes questions. On en a parlé sur la data, qui la possède, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que j'accepte de donner. Se poser des bonnes questions également sur l'information, sur ce que j'attends moi en tant que citoyenne ou citoyen des médias que je vais consommer et donc quel est leur rôle en réalité dans la société. Se poser des questions sur la publicité aussi et dire que la publicité, oui, elle aide à financer justement ces médias qui vont nous apporter l'information, etc. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit à la fin, il faut garder la main. Et pour garder la main, il faut apprendre à se servir des outils, ne pas les refuser et au contraire en faire le meilleur usage possible pour qu'ils donnent finalement toute leur valeur. Voilà, le tableau Excel, il nous sert à faire des choses super rapides qu'on n'a plus envie de faire. Merci beaucoup Nathalie en tout cas. Merci beaucoup Jérôme pour l'invitation. J'aimerais terminer sur une phrase de Bossuet qui nous dit « La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on fait ». Ah oui, très intéressante cette citation sur la liberté. Merci beaucoup encore une fois Nathalie. J'en profite pour annoncer ton prochain livre à paraître chez Odile Jacob le 22 mars prochain qui s'appelle Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique qui fait évidemment référence à tout ce qu'on vient de se dire. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCAS, le podcast média de Values. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Petit clin d'œil à Mélanie pour cet épisode. Ciao.